La Terre a un cycle de vie qui lui est propre. Ces roches naissent, vieillissent et meurent, puis renaissent dans le cœur en fusion de notre planète. Les glissements de terrain font partie de ce processus naturel. Malheureusement, il arrive que les hommes se trouvent sur leur chemin. Le sol sous nos pieds n'est pas toujours aussi stable qu'il n'y paraît. Les glissements de terrain modifient en permanence le relief de notre planète. Un phénomène par ailleurs naturel qui peut faire des milliers de victimes. La science cherche des parades. Mais si nous voulons nous protéger dans ce monde en perpétuel mouvement, il faut d'abord comprendre ce qui déclenche les glissements de terrain. C'est une question complexe qui fait intervenir plusieurs facteurs. La nature de la géologie terrestre, comme ici à Hawaï, où en un peu plus de 20 ans, les coulées de lave ont formé une couche de 18 mètres d'épaisseur. La force destructrice de l'eau, et enfin, la gravité. Les glissements de terrain sont une composante essentielle de ce que la science appelle le cycle géologique. Tout commence avec du magma, de la roche en fusion à l'intérieur de la croûte terrestre. Le magma peut remonter à la surface de la Terre par des fissures et former collines et montagnes, lesquels sont désagrégés en sédiments qui sont transportés par les cours d'eau jusqu'au fond de la mer. Là, les mouvements tectoniques des plaques les font rejoindre à nouveau le magma, où ils refondent. Chaque glissement de terrain a ses propres facteurs déclenchants. Chacun est un mystère fascinant. On ne cherche pas à savoir qui est le coupable, mais plutôt pourquoi c'est arrivé à tel endroit. Sur les côtes de Californie du Sud, les glissements de terrain sont quotidiens. Ces collines s'effritent en glissant vers l'océan Pacifique. Les saignées blanches laissées par d'anciens glissements de terrain défigurent toutes les pentes de la Conchita. La fréquence des glissements de terrain à cet endroit est due à la configuration du relief côtier, constitué d'une roche sédimentaire fragilisée née sous la mer. Ce processus sous-marin fait partie du cycle géologique. Sous l'action du vent et de la pluie, les montagnes se désintègrent lentement en petits blocs qui sont emportés par la mer, puis qui s'accumulent en couches superposées sur les fonds marins. Les minéraux contenus dans l'eau précipitent, s'agrègent et sédimentent et deviennent au fil de centaines de milliers d'années des roches dures et homogènes. Mais il arrive que cette partie du cycle soit interrompue. Les tremblements de terre peuvent faire émerger des roches sédimentaires faiblement agrégées qui deviendront des collines, comme sur les côtes de Californie. Cette naissance prématurée a des conséquences dramatiques. Randy Gibson, un géologue, n'a pas une grande estime pour ces roches. Elles sont très fragiles, mal consolidées et s'effritent. C'est un matériau qui fond comme du beurre chaud. Malgré le danger, ces montagnes de beurre font le bonheur des agents immobiliers. C'est l'emplacement en bord de mer qui tue. Or, justement,
des gens ont été tués dans la ville de la Conchita, très propice au glissement de terrain, à 110 km au nord-ouest de Los Angeles. La faiblesse de la roche est l'une des causes évidentes du drame en ce 10 janvier 2005. Mais pas la seule. En début d'année, des pluies diluviennes frappent les côtes de Californie. Tandis que les tempêtes font presque exploser le record des précipitations, les glissements de terrain se multiplient et bloquent l'autoroute côtière. Isabelle Vasquez, une serveuse de 33 ans, est chez une amie, Vanessa Bryson. Isabelle a l'intention de rentrer chez elle à Los Angeles, mais décide d'attendre la fin de la tempête. Ça prendra un bout de temps. Laissant son amie dans la pièce principale, elle se rend dans une chambre à l'arrière. Sans le savoir, elle est en danger de mort. La Conchita est située au pied de collines instables. Près de 200 000 mètres cubes de terre déferlent sur la ville. La maison se met à trembler. J'ai senti le tremblement, le grondement résonner à travers mon corps. Quelques secondes plus tard, le glissement de terrain s'abat sur la ville, plus rapide que des gens en pleine course. Il rase 30 maisons sur son passage, ensevelissant Isabelle et son amie sous les décombres. Isabelle reste en vie grâce à un placard tombé sur elle qui la maintient au sol tout en lui laissant assez d'espace pour respirer. J'étais totalement coincée. J'ai cru que ma dernière heure était arrivée. Elle est impuissante, terrorisée et incapable de bouger. Elle peut seulement crier au secours. J'ai cru que la boue allait m'engloutir. Mais Isabelle a de la chance. Ses cris sont entendus par des rescapés qui alertent la caserne de pompiers du comté de Ventura. Garrett Prater, un pompier, arrive sur les lieux en quelques minutes et creuse pour libérer la jeune femme. Elle était à quatre pattes, le dos coincé. Elle avait la jambe et le pied gauche autour du cou. Isabelle hurle de douleur. Le terrain est dangereux et hautement instable. Prater doit agir vite, même si aucun autre pompier n'est là pour assurer sa sécurité. J'ai pris une tronçonneuse et j'ai découpé les plus gros débris. Il a coupé à toute vitesse, comme si je pouvais mourir d'un instant à l'autre. Puis il m'a attrapé sous les bras et il m'a soulevé. Isabelle guérira de ses blessures et Garrett Prater sera décoré. Ce n'était pas un acte de bravoure, même si beaucoup de monde l'a dit. J'ai seulement fait le boulot pour lequel je suis entraîné. N'importe quel pompier aurait fait la même chose à ma place. Le glissement de terrain de la Conchita fut si rapide qu'il tua 10 personnes, dont la meilleure amie d'Isabelle, Vanessa Bryson. Les précédents glissements avaient été lents et avaient laissé le temps de fuir. Pourquoi celui-ci a-t-il dévalé la pente à cette vitesse ? Randy Gibson, le géologue, tente d'élucider cette énigme. Ce sont quelques 500 000 tonnes de matériaux qui se sont détachés et ont dévalé la pente. Une partie est passée par-dessus le mur ici, et ces énormes poutres ont été arrachées comme des fétus de paille. Ensuite, le glissement a bifurqué dans cette direction, où il a poussé une trentaine de maisons les unes contre les autres. Randy Gibson est face à un mystère. Il sait que le glissement de terrain s'est produit après plusieurs jours de pluie torrentielle. Alors, pourquoi les débris sont-ils aussi secs ? On s'attendait à trouver un amas boueux. En fait, on a retrouvé des matériaux plutôt secs.
Comment la roche et la terre ont-elles fait autant de dégâts alors que si peu d'eau a été retrouvée sur les lieux? Le versant est trop instable pour en faire l'ascension. Mais s'il veut éclaircir le mystère, Gibson a besoin d'aller voir de plus près. Vu de l'hélicoptère, le glissement de terrain a l'air assez petit, mais il a dévasté tout le quartier. Depuis l'hélicoptère, il repère la trajectoire de la coulée de débris. Le glissement s'est mis en mouvement, puis s'est en quelque sorte liquéfié. On voit l'eau jaillir de la pente à plusieurs endroits, elle s'égoutte de partout. Ces filets d'eau vont lui permettre d'expliquer la vélocité de ce glissement de terrain. Beaucoup de gens l'ignorent, mais les pentes sont dotées d'un système d'écoulement des eaux comme la plomberie des maisons. Dans chaque pente, il y a des tranchées qui conduisent l'eau, comme le fait la tuyauterie à travers les murs d'une maison. Une partie de la plomberie de cette pente correspond à une faille qui débouche dans la colline. Lorsqu'une faille débouche sur une pente, elle broie les matériaux très très fins. Ça s'appelle une gouge de faille. Ça empêche l'eau de s'infiltrer. C'est comme le mastic de la baignoire. Quand l'eau atteint cette couche, l'équivalent du mastic, elle ne peut pas aller plus loin. L'eau s'était infiltrée dans ce versant depuis des jours. Randy Gibson nous explique comment l'eau peut provoquer un glissement de terrain. Il y a deux idées fausses concernant l'action de l'eau sur les glissements de terrain. La première, c'est que l'eau lubrifie la pente. La deuxième, c'est qu'elle alourdit la pente et que celle-ci s'effondre sous son poids. Ce n'est pas une question de poids ou de lubrification, c'est une question de pression. Un bocal rempli de balles de golf peut faire une bonne analogie. Les balles de golf représentent les particules qui composent le sol. Elles se touchent, mais il y a des espaces entre elles. L'eau comble ces espaces comme dans une colline saturée d'eau. La pluie filtre à travers la couche supérieure, mais imprègne les couches inférieures. Au cœur de la pente, l'eau s'accumule et sa pression s'accroît. C'est comme la plongée. Plus on va profond, plus la pression exercée sur les poumons et les tympans est forte. Sur notre flanc de montagne, la pression de l'eau est maximale le long de la faille étanche. Cette eau à haute pression s'insinue entre les particules du sol et les sépare, ce qui amoindrit leur frottement et facilite leur désolidarisation. Ce qui était une masse homogène, rigide, grâce au frottement des particules entre elles, devient une couche fragile à la structure de plus en plus lâche. Cette diminution du frottement accroît considérablement le risque de glissement de terrain. Des matériaux friables et visqueux se sont mis en mouvement, puis liquéfiés. Ils étaient recouverts d'une couche de matériaux secs, poussiéreux et sales. C'est un peu comme si on avait lancé un bélier monté sur un roulement à billes. L'enquête de Randy Gibson révèle pourquoi le glissement de terrain de la Conchita a été si meurtrier. Parce qu'il se déplaçait très rapidement. Parce que le bélier, composé de matériaux secs, a glissé sur une couche de boue humide. Parce que la gouge de faille, à l'aspect de mastic, a obstrué les tuyaux et que la pression de l'eau s'est accrue dans la pente constituée de roches friables et prématurément comprimée. Comme le dirait le plus grand détective de tous les temps, sédimentaire, mon cher Watson. Mais le glissement n'est pas la seule forme de mouvement de terrain. Le glissement de terrain fait partie des mouvements de masse comme les chutes ou les coulées, selon la façon dont la masse descend la pente.
Au début, la Conchita, par exemple, était de type glissement, une masse unique et compacte à rouler le long de la pente. Mais ensuite, les gros morceaux se sont fragmentés et c'est devenu une coulée, constituée de petites particules individuelles dévalant la pente comme un liquide. Le troisième type est la chute de pierre. En 1996, une chute de pierre sème la mort et la destruction dans le parc national de Yosemite aux États-Unis. 80 000 tonnes de roc tombent en chute libre de plus de 300 mètres à plus d'un tiers de la vitesse du son. Nous suivons les détectives géologues qui enquêtent sur l'origine des glissements de terrain. Jusqu'à présent, nous avons vu comment ils se produisaient pour des roches sédimentaires fragilisées. Dans le parc national de Yosemite en Californie, on ne trouve pas ce type de roche. Ces falaises de granit vertigineuses sont des durs à cuire. Elles sont constituées d'une roche dure et homogène provenant du magma refroidi sous terre. Mais la gravité finit par avoir raison des roches les plus solides. C'est elle qui déclenche les avalanches de pierre. 10 juillet 1996, 6h52 du matin. Secteur de Glacier Point, parc national de Yosemite, Californie. 2 blocs pesant 80 000 tonnes au total se détachent de la falaise et se précipitent 615 mètres plus bas dans le fond de la vallée. Une poussière suffocante envahit la forêt. Gary Ingram, un garde du parc, est en service non loin de là. On aurait dit qu'une bombe avait explosé. Des dizaines et des dizaines d'arbres ont été arrachés. J'étais terrorisé en arrivant. Votre première réaction, c'est de vous enfuir, comme tout le monde. Je ne voyais pas plus loin que mon pare-brise tellement il y avait de la poussière. Les gens sur la route ressemblaient à des fantômes. La plupart étaient paniqués. Ils tentaient de chasser la poussière de leurs yeux. Ils se couvraient la bouche et le nez pour respirer. 3 hommes adultes ont sauté à l'arrière de ma voiture, en hurlant de peur. D'autres se hâtent de porter secours, comme son collègue Scott Gelliman. Les roches pleuvaient, les gens cherchaient leurs proches. C'était le chaos. Ensuite, il a fallu déterrer tout ce monde. Au centre de découverte de la nature de Happy Isles, un homme est mort et une femme est restée paralysée. Tous deux écrasés par des arbres. Des années plus tard, la forêt porte encore les séquelles de la catastrophe. Mais comment du granit a-t-il pu se décoller si facilement? L'expansion par la chaleur et la contraction par le froid provoquent des fissures dans la roche. Des racines pénètrent à l'intérieur. Lorsque l'eau gèle, elle se dilate et fait éclater la roche. Les géologues appellent ce phénomène la gélifraction. Si on sait pourquoi des fissures apparaissent dans le granit, ce qui était présent ne s'explique toujours pas le mécanisme de la chute de pierre de Happy Isles. Le plus étrange est que la chute de 2 énormes blocs n'ait causé aucun dégât direct. Ils se sont fracassés sans toucher aucun arbre. Pourtant, des centaines d'arbres étaient inexplicablement aplatis. Après la chute des blocs, un géologue est venu répondre à nos questions, dont celle-ci. Comment ces arbres ont-ils été renversés? Il a pris des cartes qu'il a placées comme ceci. Il a pris un livre matérialisant la masse d'air devant les rochers en train de tomber. Il a laissé le livre tomber à plat. Il a soufflé toutes les cartes sur la table.
En fait, quand les blocs se sont détachés, ils ont généré une onde de choc considérable qui, à la manière du livre, a couché les arbres. Les deux énormes rochers ont touché le sol à 420 km/h. Une onde de choc s'est propagée du point d'impact à 280 km/h, soit la vitesse d'un vent d'ouragan de catégorie 5 les plus violents. La formidable puissance du souffle a déraciné 1000 arbres. Le parc de Yosemite a de tout temps été exposé aux chutes de pierre. Près d'un tiers des 160 km de routes et de sentiers qui le traversent sont classés zone à risque depuis longtemps. La seule solution pour éviter les chutes de pierre consiste à ne pas s'approcher des falaises. Mais rares sont ceux qui en tiennent compte. La beauté du site attire des millions de visiteurs. Quand un grand nombre de gens évoluent à proximité d'un phénomène physique naturel, mais extrêmement dangereux, il se produit parfois des drames. La nature est parfois cruelle. À cause d'un décrochement d'un versant de montagne en Australie, un homme est resté bloqué dans l'eau, coincé par une dalle de béton. Ses appels à l'aide sont restés vains. Nouvelle-Galles du Sud, Australie. La chaîne de Snowy Mountain, à 420 km au sud de Sydney, abrite la minuscule station de ski de Thredbo. Dans la nuit du 30 juillet 1997, la montagne se met à bouger. Au départ, de quelques centimètres, puis de plusieurs mètres. Avant de se transformer en torrent furieux. Plus de 2000 mètres cubes de terre, 3500 tonnes de boue et de rocs détrempés dévalent la pente, écrasant 2 chalets de ski et ensevelissant 19 personnes. Avant de s'arrêter sur une pente à 40 degrés. La volonté d'identifier les causes de cette catastrophe a donné lieu à l'enquête la plus longue et la plus fouillée de l'histoire des glissements de terrain. Après la catastrophe, la caserne des pompiers est assaillie d'appels à l'aide. Fire brigade, how can I help? What, you're in the building's collapsed, has it? Or multiple buildings collapsed? Okay, whereabouts? Yeah, okay. I've already got someone on the way right now. We'll be there shortly. Yeah, do you have any idea how many people we might have trapped or how many buildings down? La brigade des pompiers à temps partiel de Thredbo se précipite sur les lieux et découvre avec horreur que plusieurs de leurs proches, amis et voisins sont au nombre des disparus. Parmi les disparus, Stuart Diver et sa femme Sel. Ils dormaient dans leur appartement au 3e étage lorsque le glissement de terrain a balayé le chalet, l'écrasant presque entièrement et ensevelissant le couple de jeunes mariés. Les sauveteurs entendent d'abord des appels à l'aide de personnes ensevelies sous la boue. Les équipes de secours se ruent vers le secteur, mais le terrain est toujours instable et la police empêche quiconque de creuser dans le noir. Warwick Kidd, un pompier, sait à quel point les débris d'un glissement de terrain peuvent être instables. On avait beaucoup de mal à se tenir droit sur la pente. Personne ne sait si le glissement est terminé ou si le terrain va dégringoler de nouveau. Il y a une grosse différence entre le courage et la témérité. C'est comme les Mikado. Si vous retirez les mauvais, tout s'effondre. Les sauveteurs continuent de travailler 24 heures sur 24, mais ne trouvent aucune trace de survivants. Pourtant, un homme est toujours en vie. Après 53 heures de calvaire, un sauveteur entend des cris sous ses pieds.
Les cris de Stuart lui parviennent par une minuscule ouverture, bien trop petite pour le libérer, mais assez grande pour y introduire une caméra. Paul Featherstone, un ambulancier paramédical, lui parle durant des heures, tâchant de déterminer la gravité de ses blessures et le rassurant en lui disant que les secours arrivent. Je pouvais le voir sur un petit écran. Je communiquais donc très bien avec lui. Stuart lui révèle alors l'horreur d'avoir assisté impuissant à la mort de sa femme. Il avait vécu un véritable calvaire. Il avait perdu l'amour de sa vie. Il éprouvait une douleur physique et une angoisse comme aucun d'entre nous ne pouvait l'imaginer. Pendant 12 heures, les sauveteurs creusent un chemin vers lui. Le bruit des pioches et des coupes béton est assourdissant. Dès que le sol recommence à glisser, les sauveteurs doivent évacuer l'endroit. Et le silence retombe. Mais Paul Featherstone refuse d'abandonner Stuart. Il a même recours à un stratagème pour expliquer le silence. Il fallait lui faire croire que tout se passait bien à notre niveau. Je savais qu'il n'entendait plus aucun bruit. Je ramassais une pelle et je la tapais contre les rochers pour simuler des coups de pioche. Stuart est enfin sorti des décombres vivants et seulement légèrement blessé. Son sauvetage miraculeux remonte le moral des Australiens que ce drame a abasourdi. Quelques jours plus tard, toujours traumatisé par la mort de sa femme, Stuart envoie un message de son lit d'hôpital. Je remercie tous ceux qui ont prié pour moi et m'ont soutenu ces derniers jours. Je ne crois pas que je m'en serais sorti sans ça. Au début, les scientifiques ne comprennent pas ce qui a déclenché le glissement de terrain. De toute évidence, c'est l'eau qu'il faut incriminer. Or, il n'avait pas plu durant plusieurs jours et il était trop tôt dans la saison pour la fonte des neiges. Alors, d'où provenait cette eau ? Après plusieurs mois d'enquête, on identifie une cause humaine. Une fuite dans une conduite d'eau passant au-dessus du village avait saturé le sol. Les géologues découvrent également que cette partie du village, transformée depuis en mémorial en hommage aux 18 victimes, a été construite sur des débris instables provenant de glissements de terrain ayant eu lieu des centaines d'années auparavant. Ce désastre aurait pu être évité. Les hommes ont de tout temps joué un rôle dans les catastrophes naturelles. En 1963, 2000 personnes périssent lorsqu'un glissement de terrain se précipite dans le lac de retenue du barrage de Vajont, en Italie. 3 ans plus tard, 144 enfants et adultes sont ensevelis vivants après l'effondrement d'un terril sur l'école d'Aberfan, dans le pays de Galles. De telles catastrophes sont terrifiantes. Mais d'autres glissements de terrain sont encore plus dévastateurs. Le Lare, un torrent de pierres, de boue et de débris qui descend à 145 km/h. Impossible de l'arrêter ou d'y échapper. Une coulée mortelle. Un des glissements de terrain les plus rapides. Le Lare, un glissement de terrain si humide qu'il ressemble à du béton liquide. Il se déplace à des vitesses pouvant atteindre 145 km/h. Il emporte des rochers, des voitures et même des ponts.
Les lares peuvent être déclenchées par la chaleur volcanique qui fait fondre la neige et la glace, par des pluies torrentielles sur un sol volcanique instable, ou par le débordement de lacs de montagne encombrés par des débris de lave dans des cratères volcaniques. En 1980, l'éruption du mont Sainte-Hélène engendre un lare dépassant les 110 km/h. Dans la province chinoise du Yunnan, la mousson provoque régulièrement un dégorgement de pierres et de terre le long de ce lit de rivière. On dirait de l'eau, mais c'est le torrent de boue le plus spectaculaire au monde. En 1995, un géologue américain de passage dans la région filme le lare en prenant des risques énormes. This is a big sucker. Here it comes. You'll notice the camera's a little jiggly. God almighty. In fact, I'm going to back up at this very moment. This camera location is not safe. I'm leaving right now. Just hit the camera. Still seems to be recording. En 1953, l'éruption du Ruapehu, le volcan conique le plus actif de Nouvelle-Zélande, provoque un lare destructeur. Il percute un pont de chemin de fer et fait dérailler un train. Bilan, 151 morts. C'est la catastrophe ferroviaire la plus meurtrière de Nouvelle-Zélande. Le Ruapehu peut engendrer un nouveau lare dévastateur à n'importe quel moment. Les scientifiques surveillent le volcan de près pour déceler d'éventuels signes avant-coureurs d'une éruption imminente. Des capteurs enterrés enregistrent l'activité sismique sur le flanc de la montagne. Des débris volcaniques empêchent l'eau de ce lac situé au sommet du volcan de s'écouler. En cas de montée des eaux du lac ou en cas d'éruption, ce barrage naturel pourrait bien voler en éclats. Le caméraman Geoff Maclay voudrait filmer le prochain lare. Il installe une caméra qui se déclenchera automatiquement si une coulée se met en marche. Les scientifiques espèrent que ces images leur permettront de mieux cerner ce phénomène. Dans les zones densément peuplées, les lares peuvent faire des ravages. Mais ce n'est encore rien comparé au glissement de terrain qui fait craindre une destruction massive, quasi biblique. L'éboulement de cette montagne ferait des millions de morts en Europe et sur la côte est des États-Unis. D'éminents scientifiques affirment que ce n'est qu'une question de temps. Voici la Palma, île volcanique des Canaries située à 450 km au nord-ouest des côtes africaines. Cette île jeune d'un peu plus de 4 millions d'années est née lors de la dernière phase du cycle géologique. Les volcans façonnent diversement les paysages. À Hawaï, la lave s'échappe doucement de cheminées et forme de nouvelles couches presque horizontales. Mais ailleurs, comme à La Palma, des éruptions plus violentes engendrent des cônes aux pentes abruptes entourées d'épaisses couches de cendres. Les éruptions qui ont secoué l'île au cours des 60 dernières années ont créé une ligne de faille, longue fissure que l'on peut suivre à pied et qui longe la colonne vertébrale de l'île à 1800 mètres au-dessus de l'océan Atlantique. Bill McGuire, un géologue et d'autres scientifiques affirment que les pressions du gaz pourraient provoquer une éruption et une fracture de l'île le long de cette faille. Ils ont suivi la faille sur au moins 14 km le long de la crête de l'île.
compte tenu de sa longueur, ils estiment que son effondrement provoquerait le glissement de 500 000 millions de tonnes de roches sur des milliers de mètres jusqu'à l'océan. Ça se produira lors d'une prochaine éruption, c'est une certitude. Le problème, c'est qu'une éruption survient tantôt tous les 20 ans, tantôt tous les 200 ans. Bill McGuire dépeint un tableau terrifiant de ce que verrait et entendrait une personne qui se tiendrait au sommet. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu le bruit que font ces énormes fragments de roches lorsqu'ils glissent les uns contre les autres. Mais moi, ça m'évoque toujours un million d'ongles qui raclent un tableau. Le glissement atteindra une vitesse de plus de 350 km/h. Il descendrait la pente du volcan à toute vitesse. Il commencerait à se fragmenter en petits blocs, en entrant dans l'océan. Mais d'ici là, il aurait déjà créé une vague de 800 mètres de haut. Et ce serait sans doute la dernière chose que vous verriez. Une spectaculaire façon de mourir. D'après lui, l'impact avec l'océan engendrera un dôme d'eau de près de 900 mètres de haut. On a affaire à une masse rocheuse, sans doute plus grande que Manhattan, et lorsqu'elle s'effondrera, elle provoquera un tsunami qui sera au moins aussi dévastateur que celui qui a frappé l'océan Indien. L'énergie considérable injectée dans l'océan créera un méga tsunami. Des vagues partiront dans toutes les directions. Selon des prévisions informatiques, elle pourrait même parcourir 6500 km et atteindre la côte est des États-Unis. Malgré quelques atténuations subies en cours de route, sa puissance resterait prodigieuse. Cette vague traversera l'Atlantique et touchera la côte est de l'Amérique du Nord. Mais les ondes ne seront pas visibles sur tout son parcours. Les particules individuelles qui composent l'eau se transmettront l'énergie. Ça se voit très bien sur un billard, où l'énergie de la première boule que je vais frapper se répercute sur toutes les autres jusqu'à la dernière. Tout comme l'énergie se déplace de boule en boule, celle du glissement de terrain se propagera d'une particule d'eau à l'autre à travers l'océan. Lorsque la vague atteindra des eaux moins profondes, elle formera un immense mur d'eau. Ces taches rouges et bleues sont des simulations informatiques de vagues de 30 mètres de haut, voire plus. L'ampleur des destructions est difficile à quantifier, mais une chose est sûre, elle sera gigantesque. Si la population n'a pas été évacuée des villes au moment de l'effondrement, il faudra s'attendre à des millions de morts. Mais d'autres scientifiques aussi éminents contestent la thèse alarmiste de Bill McGuire. Un de ces sceptiques est Russell Wynne, un océanographe. Selon lui, le facteur crucial est la longueur de la faille. Plus la faille est longue, plus la montagne est susceptible de s'affaisser et de glisser dans la mer. Mais Russell Wynne réfute l'affirmation de ses confrères selon laquelle la faille est assez longue pour constituer une menace crédible et imminente. Nos connaissances sont actuellement insuffisantes pour l'affirmer avec certitude. C'est un trop grand pas à franchir pour le moment. Selon lui, la faille sur le flanc ouest est moins longue que ne le prétend l'équipe de Bill McGuire. À certains endroits, la faille est clairement visible. Les collaborateurs de Russell Wynne servent de marqueurs humains pour suivre la ligne de faille tout au bord d'un cratère. Je me trouve au sommet. La faille commence à mes pieds et descend jusqu'à toi. Je la vois. Elle descend jusqu'ici et part en direction d'April. Je peux suivre sa trajectoire. Elle descend plus bas le long de ces strates et parcourt encore 1,50 m vers l'ouest. Super les filles, c'est génial. Pour résumer, la faille que nous voyons a une orientation nord-sud. Effectivement, il y a bien une faille à cet endroit. Nous pouvons la cartographier avec certitude sur plusieurs centaines de mètres. Mais dire qu'elle mesure plusieurs kilomètres reste à débattre scientifiquement. Les collègues de Russell Wynne ont pris des images en 3D au sonar et prélevé des carottes de débris sous-marins provenant de précédents glissements de terrain dans l'archipel.
Les éléments ainsi recueillis prouvent que dans ce type de glissement de terrain, l'effondrement ne se produit pas d'un bloc, mais en une succession de petites étapes. De retour sur le volcan de la Palma, Russell Wynne explique le déroulement des différentes phases d'un glissement de terrain. En ce moment, je me trouve sur un glissement de terrain à 120 mètres au-dessus de ce grand cratère. C'est un glissement intéressant parce qu'il semble s'être déroulé en plusieurs étapes. Le bloc sur lequel je suis s'est effondré. Puis il a été remplacé par celui sur lequel je me trouve actuellement. Si je continue de monter, j'arrive à ce morceau de sol qui ne s'est pas encore affaissé, mais qui un jour sera à l'origine d'un glissement de terrain. S'il a raison, une série de petits glissements de terrain ne pourrait jamais déclencher la catastrophe que certains ont prédite. Il est très important de comprendre le mécanisme de ces glissements de terrain. Si ce glissement de terrain se produit en plusieurs étapes, vous aurez plusieurs petits tsunamis, mais pas un méga tsunami. Derrière cette querelle d'experts sur la taille effective du tsunami, c'est la vie de millions de personnes qui est en jeu. Bill McGuire et ses collègues ne démordent pas de leur théorie. Prétendre que ce colossal glissement de terrain va se briser en petits morceaux avant de s'écouler dans l'Atlantique, c'est prendre ses désirs pour la réalité. Son équipe est en train de mettre au point un système radar par satellite pour suivre les mouvements le long du glissement de terrain. Nous ignorons quand ça arrivera, mais ça peut arriver n'importe quand. Aussi bien cette année que dans 1000 ans. Maintenant, examinons les points sur lesquels tous les scientifiques sont unanimes. Leurs actions pour prévenir glissements, coulées et autres chutes de pierres vertigineuses. La gravité attire inexorablement vers le bas toute forme de sol, parfois avec des conséquences dramatiques. Conscients de ce risque, les scientifiques étudient en permanence des moyens de nous protéger. Comme ici, à l'Observatoire géologique des États-Unis dans l'Oregon. 40 tonnes de matériaux dévalent une rampe en béton d'une inclinaison de 30 degrés et d'une longueur de 90 mètres. 18 capteurs intégrés collectent des données sur la vitesse du glissement de terrain, sa trajectoire et la façon dont chaque particule roule et heurte les autres. Grâce à ces modèles, les scientifiques peuvent mesurer la puissance, la vitesse et la portée d'un glissement de terrain avec coulée de débris. Ils peuvent faire varier le volume d'eau ainsi que la nature de la roche. On vaporise de l'eau sur des sédiments jusqu'à la création d'un glissement de terrain. Ces recherches permettent de concevoir des systèmes de protection contre les glissements de terrain, que ce soit des murs solides pour dévier ou arrêter la coulée, ou des filets souples pour amortir sa puissance. Si des filets peuvent dévier une coulée de débris, les choses se compliquent lorsqu'il s'agit d'arrêter la chute d'un rocher. Des chercheurs suisses stimulent avec un réalisme saisissant le danger que représente la chute d'un rocher. C'était couru d'avance. Rocher de 80 kg 1, voiture 0. La destruction de la voiture nous apprend une chose importante, à savoir que routes et voies ferrées sont systématiquement menacées dans les régions montagneuses. Ici, on teste l'efficacité de filets de protection légers. Les chercheurs larguent des rochers allant de 2,5 tonnes à seulement quelques kilos. Aujourd'hui, on prend un bloc de 800 kg, soit 10 fois plus lourd que celui qui a détruit la voiture et qui va chuter de 30 mètres.
Ce poids correspond exactement à la moitié du poids maximum auquel ce filet est censé résister. Pour réussir l'épreuve, le filet doit arrêter la chute du rocher et ne pas se distendre de plus de 5 mètres vers le bas. Ce filet est apte au service. Comment a-t-il résisté à l'immense énergie cinétique de ce corps qui tombe? Examinons d'abord le filet lui-même. Un maillage d'anneaux métalliques répartit largement le poids. Chaque anneau individuel est constitué de plusieurs rangées de fils de fer pour augmenter la résistance de l'ensemble. Le filet bouge librement sur ses câbles, comme des rideaux sur une tringle, et son mouvement absorbe une partie de l'impact. Enfin, les câbles sont fixés sur des anneaux métalliques conçus pour s'étirer et se déformer à l'impact. C'est le même principe que celui des zones de déformation sur les voitures qui servent à absorber le choc et protéger le conducteur. Et la plupart du temps, ça fonctionne. La recherche évoluant, les filets sont de plus en plus légers, mais de plus en plus résistants. Ces systèmes permettent de mieux dompter la force de la gravité. Une puissance que certains s'entêtent à braver. Les gens veulent vivre dans un endroit magnifique. Malheureusement, la beauté des paysages se paie le prix fort. À la Conchita, par exemple, certains citadins sont déjà en train de reconstruire leur maison. En dépit des risques, ils veulent continuer d'habiter à l'ombre de ces collines. Il y a 10 ans, nous avons refusé de partir. Et nous ne partirons pas davantage aujourd'hui. Bruce Perry, un géologue californien, ne comprend pas cette envie d'habiter près de collines aussi dangereuses. Les habitants de la Conchita m'inspirent des sentiments mitigés. Je ne peux pas m'empêcher de m'interroger sur la santé mentale des gens qui décident d'habiter dans cet endroit malgré les risques évidents. La gravité fera son effet. Un jour, elle tirera ces collines vers le bas. Vous pouvez en être sûr. Mais la gravité n'est qu'un des nombreux facteurs déclenchant des glissements de terrain. La nature n'est pas très douée pour la géologie et les erreurs humaines sont aussi à l'origine de catastrophes, comme en témoigne le glissement de terrain qui a coûté la vie à la femme de Stuart Diver. Et puis, il y a l'eau, celle des orages, celle de la fonte des neiges des sommets de Yosemite, celle des conduites qui fuient et même celle à l'origine de la vapeur mettant sous pression l'intérieur d'un volcan. L'eau est l'ennemi numéro 1 des pentes, ce qui les déstabilise et les met en mouvement. Toujours présente sur la scène du crime, l'eau est la grande responsable des glissements de terrain. La science cherche des solutions, mais rien ne peut résister à la puissance titanesque de ces phénomènes. Ils continueront de menacer notre sécurité, tant que nous choisirons de vivre au pied de montagnes sensibles aux glissements de terrain.